vous ai-tu déjà raconté mon voyage en Sicile avec les filles? Hey, la belle petite température aujourd'hui, un peu frais, mais pas crevant, juste parfait. Ouais, petit vent, mais sinon ça va. Hey, merci papa pour le voyage, hein. Ça fait Sérieux, vraiment plaisir. Sérieux, là, c'est vraiment... C'est mérité. Je suis content d'être avec vous autres. Ça vous tente-tu qu'on se promène un petit peu dans le domaine? Ben oui. OK, bon, on va finir notre verre, puis on va aller se promener puis découvrir Parfait. cette belle villa. Bon, OK. On n'est pas allé en Sicile. On était juste à Saint-René-de-Matane, au domaine Carpinterie. Ben, ça veut pas dire qu'on n'a pas fait un beau voyage. Wow. OK, d'accord. Un beau vestibule, là. Quand même, hein? Uh-huh. Première fois que vous venez ici? Première fois. Moi aussi, c'est ma première fois. Ce sera sûrement pas la dernière. Connaissez-vous un petit peu l'histoire derrière Pas du tout. la villa? Toi, Blanche? Non. Même pas. Histoire quand même assez particulière. Je dirais digne d'un scénario d'Hollywood. Ça vient d'un personnage, M. Antonio Carpinterie, hein, qu'on peut appeler Tony entre nous. Tony arrive ici, au Québec. Il est originaire, premièrement, de la Sicile. Il quitte sa Sicile natale. On est en 1971, il a 18-19 ans. Arrive au Québec. L'année suivante, en 1972, il va trouver son épouse, Renée Croisetière. Puis, il vient s'installer à Matane. Le couple va toujours travailler dans l'alimentation, ou presque. Alors, ils vont commencer leur vie en démarrant une pizzeria à Matane, qui va avoir un beau succès. Puis par la suite, ils vont développer leur propre entreprise qui s'appelle les Cuisines Gaspésiennes. On a déjeuné comme tout le monde là, récemment. Là. Qu'est-ce qu'on a mangé là, au petit déjeuner? Du Là? croton. On a mis du croton sur nos toasts de marque Le petit Gaspésien. Gaspésien. Alors, ils vont lancer une entreprise qui s'appelle les Cuisines Gaspésiennes et la marque Gaspésien qui fait du croton, de la charcuterie, des produits du genre qui alimentent les épiceries, les restaurants. Ça va marcher. As-tu vu le four? Ça va faire de la bonne pizza. C'est clair. Par la suite, on est rendu comme en 2004. Je fais un saut dans l'histoire. On est en 2004. Le couple s'approche d'une semi-retraite, mais caresse un rêve depuis longtemps. Puis l'un de leurs rêves, c'est de partir un vignoble. On dirait que ça prend une opportunité des fois. À l'automne 2004, imaginez-vous donc qu'est-ce qui va arriver. Le couple, Carpinterie Croisetière, vont trouver une fraisière. Où est-ce qu'on est actuellement? Alors, achète une fraisière, achète Ulrich de Matane. Et l'année suivante, il y a une cave à vin qui va apparaître dans le domaine où on est actuellement. Et ça prend quelques années, en 2008, où ils vont avoir l'idée de se construire une luxueuse villa, je dirais d'inspiration toscane, Clairement. en Italie. Somptueuse villa, tout un domaine en soi. Puis, ils vont même réussir à importer, on voit les meubles là, dans toutes les pièces, c'est assez hallucinant. Vont importer des meubles d'Italie qui datent du 19e siècle pour meubler toute la villa en entier. Wow. À l'extérieur, il y a des vignes à perte de vue. Alors, ils vont se mettre à planter des vignes. Ça va devenir forcément un vignoble à un moment donné. Fait que là, ils s'approchent de leur rêve. 17 000 plants
qui sert à produire essentiellement des spiritueux. Donc, du brandy, de la grappa, hein, qui est à 85 %. Et aussi des serres qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur. Mhm. Et à l'intérieur des serres, il y a 16 000 plants qui, eux, servent à produire le vin parce que le domaine produit son propre vin. C'est le vin qui est produit ici, le vin rouge, le Pontinello, hein, qui veut dire petit pont. On en produit de 50 à 70 000 bouteilles. Bon an, mal an. Fait que je pense que c'est un beau rêve qu'ils ont réussi à réaliser. On l'a rencontré tout à l'heure, M. Carpentieri. Belle retraite pour lui. Clairement. Puis, je pense une belle passion qu'il cultive. On a vu la salle à manger. Avez-vous vu la table? C'est vraiment cool. Immense. Fait que les gens arrivent ici. Il y a des chambres à coucher à l'étage. Il y en a 6. Fait que les gens peuvent s'installer ici. Et en soirée, c'est pas un restaurant Le ici, souper mais est fourni. les gens descendent, le souper est fourni. Vin à volonté, probablement. Puis on peut discuter de politique, d'actualité, de tout ce qu'on a en tête jusqu'à minuit, 1h du matin ou à peu près. Donc on pourra peut-être se payer ça à un moment donné. Mais on est dans la petite Toscane du Québec, à Saint-Ulric-de-Matane. C'est quand même chouette. Mamma mia, qui a fait de beau jour, là. Ce jour-là, j'étais à Capcha avec mon ami Zaholi, quand un drôle de bruit a attiré notre attention. J'hallucine ou j'entends miauler? Attends, Moi, j'entends miauler en tout cas. c'est lui, tu penses? C'est le Capcha. Connais-tu l'histoire du Capcha? Non. L'origine Mais tu du me disais toponyme? qu'il y avait deux histoires. Ben, il y a deux histoires, il y a deux versions possibles en lien avec le toponyme Capcha. C'est laquelle t'as Je te préférée? dépoussière ça un peu? Ouais. Ben, ma préférée, je pense que c'est celle de Carmen Roy, la célèbre ethnologue. Je dis célèbre, mais trop méconnue à mon goût. Tout à fait. Qui a grandi à Capcha, qui a écrit littérature orale en Gaspésie. Et dans cet ouvrage-là, elle dépoussière des histoires des anciens du village. Elle raconte qu'il y aurait un chat qui aurait été enfermé dans un rocher. Et c'est issu d'une légende. Fait que le chat, il se promenait le long de la côte, le long du littoral, là, puis il aurait spoté une talle de gibier. Un chat, talle de gibier. Il avait faim, il s'est lancé là-dessus pour dévorer, puis étrangler les gibiers. Et là, il y a une fille qui aurait apparu soudainement, puis qui n'aurait pas aimé son geste. Puis pour le punir, elle l'a enfermé jusqu'à mort s'en suivre, jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps, dans un rocher. D'où le nom de Capcha. Puis d'ailleurs, là, on regarde une carte d'un jésuite, François Ducreux, 1660. On voit dans la région qu'il met un nom, il désigne l'endroit par P. Felis. Felis en latin, c'est chat. Et le P veut dire promontorium. Alors, le promontoire du chat. Alors, je crois Il voyait le chat. Il voyait le chat, forcément. Le rocher devait être là depuis des années. Puis la deuxième version, ça date de l'époque de Samuel de Champlain, début du 17e siècle. Champlain qui va longer la côte ici en 1603. Il va appeler l'endroit Cap-Chat. Capcha. Probablement inspiré d'un personnage que bien connu qui s'appelle Aimard de Chaste, ou si on ne prononce pas le S, Aimard de Chatte, qui était un gouverneur général à l'époque de Champlain et quelqu'un qui l'a supporté dans ses 1001 projets. Alors peut-être pour lui rendre hommage. Donc deux versions différentes, mais qui peuvent peut-être se rejoindre à quelque part. Je te laisse choisir ta préférence. Je pense que je préfère celle de Carmen. C'est vrai, moi aussi, j'aime mieux la légende. On se rend-tu vers la Oui, ça ferait mer? bien, ouais.
On est tout près d'un phare qui date de 1909. On est loin de la route principale, un petit peu camouflé. On est près du fleuve. Pendant des années, en Gaspésie, la route, ça va être... La mer. Oui, la route, c'est la mer. Il n'y a pas d'autoroute. C'est là que le trafic se passe. Il y a beaucoup de naufrages. C'est quand même audacieux de faire un voyage en Gaspésie le long de la côte et éviter les écueils et les naufrages. Alors, ça va nous prendre une route des phares à un moment donné. Il y aura un comité spécial qui va être formé dans le coin là, en 1869, formé de gens de la pêche et des navigateurs. Et on va se plaindre qu'il n'y a pas de phare dans le coin. Parce qu'il y avait absence de phare sur une distance de 120 000. C'est énorme. Ouais. À l'époque, le phare le plus près, en Gaspésie, se trouve à Cap-des-Rosiers. OK. C'est loin. Ah, wow. Péninsule de Forillon, aujourd'hui. Et de l'autre côté, sur la côte nord, il y a un phare à Pointe-des-Monts. 120 000 sans aucun point de repère. Alors, il y a un certain M. Gibb dans le rapport qui va dénoncer ce fait-là. Et on sait que M. Gibb va dire « Je sais exactement où construire le phare à Cap-Chat, ça nous en prend un. » On va construire finalement un premier phare à Cap-Chat, 500 mètres à l'ouest d'ici, en 1871. Et déjà, on dénonce l'emplacement. On dit que c'est pas assez visible. Il y aura un gros naufrage 4 ans plus tard. Ah. Le Delta, un navire qui a quitté Londres, qui s'en allait à Québec, coule corps et biens. Qu'est-ce qu'on décide de faire? 4 ans plus tard, en 1875, là, après le premier phare, on décide de construire un phare ici même, 500 mètres à l'est, sur un cap de 120 pieds de hauteur, où est-ce qu'on est actuellement. Et lorsqu'on arrive au 20e siècle, le modernisme fait son œuvre. On construit des phares en béton armé, plus solides, plus résistants au vent et aux intempéries. Et c'est ce phare-là qui va apparaître en 1909, au bon endroit. Il y aura évidemment une maison pour le gardien de phare. Parce que ça prend des gens pour allumer le faisceau, la lanterne, évidemment, veiller au grain. C'est pas cette maison-là, puisque la maison va être incendiée, etc. Fait que la maison date de 1923 seulement. Alors, une tour carrée avec un faisceau qui a une capacité de 100 000 bougies. C'est ce qu'on... 100 000 bougies. Alors, c'est plus court d'allumer le faisceau qu'allumer 100 000 bougies. Alors, ça deviendra un point de repère vraiment important pour les navigateurs ici. J'ai demandé à quelques habitants de la place, puis ça aurait l'air qu'il n'y a pas beaucoup de souris à Cap-Chat.